Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Les Entretiens de Naomi Amoussou Alafi. Au cours de cette émission, avec des invités qui nous feront l'honneur de leur présence, nous aurons deux rubriques. La première des rubriques est CV. L'invité se présentera et nous parlera de son parcours professionnel. Il nous donnera sa version des faits dans lesquels il pourrait être impliqué. Pour la seconde rubrique Confidence, l'invité du jour nous ouvrira une ou plusieurs portes de sa vie privée. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Bomba Alex Souleymane, qui est parmi plusieurs autres fonctions une éminente personnalité des médias. Bonjour Monsieur Bomba et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Naomi Amoussou Alafi. Merci. Commençons tout de suite, si vous le voulez bien, par votre CV. Comment pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre parcours professionnel? Oui, comment se décrire soi-même? C'est un itinéraire de long parcours, comme tous les primériens, les collégiens, les lycéens. Donc après le lycée en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvé au lycée Carnot à Lyon, en terminale, j'ai eu mon bac. Et ensuite, je suis entré à la faculté de droit à l'université de Lyon 3 Jean Moulin. J'y ai fait 2 années à l'Institut d'études du travail, de la sécurité sociale et de l'ergonomie. Et après avoir obtenu mes 2 certifs, je suis monté à Paris. Super. À l'université de la Sorbonne. Mais avec en toile de fond, l'objectif était que je préparais mon admission à l'école supérieure de journalisme. J'y avais déjà pris goût, je voyais de grands journalistes irradier leur talent et leur brio, les stations et les chaînes de télévision. Et je m'identifiais peu ou prou à eux. Et puis donc, j'avais le surtatum académique. J'ai passé le concours d'entrée à l'école supérieure de journalisme, j'étais 125. J'étais 7e. C'est en 1974 déjà. Quand même. Et 3 années et demie plus tard, j'y ai soutenu mon mémoire, après avoir obtenu le diplôme. Hein, le mémoire, c'est une sorte de page et d'empreinte qu'on laisse dans une école, parce que quand j'ai choisi la synchronie et la diachronie de l'audiovisuel, c'était l'alpha et l'oméga, d'où on part pour arriver où on veut arriver, par la grâce divine et le savoir, le substratum académique. Et donc, ça, c'est vraiment le parcours scolaire, professionnel, dans ce que cela apparaît comme théorique. Selon vous, quelles sont donc les qualités requises pour être un bon journaliste? Il faut d'abord avoir un substratum académique, c'est-à-dire du point de vue de la formation de base, du collège au lycée, du lycée au baccalauréat, du baccalauréat à l'université, ou alors en passant par des grandes écoles, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais nous n'avions pas le choix, nous, avant, que de passer par le cheminement logique. Et puis, une fois qu'on avait eu le parchemin, ou alors que, pour certains, ou alors pour d'autres, lorsqu'ils avaient emprunté un autre chemin, qui est le chemin professionnel direct, c'est vraiment l'honnêteté. Et puis, l'exception de la référence aux règles sur lesquelles est fondé l'exercice du métier. L'éthique, la morale, la déontologie, qui est plus que la morale, mais les règles doctrinales à partir desquelles et sans lesquelles tu ne peux pas prétendre être un excellent professionnel. Parce que, voyez-vous, on se prend souvent à faire des commentaires, soit parce qu'on aime ou on n'aime pas un individu, soit parce que l'individu gêne, ou la personnalité est telle qu'on voudrait soit la sublimer, ou alors lui jeter des taches sur une chemise blanche. C'est pas honnête. L'honnêteté, donc, est un des fondements essentiels des 3 piliers du métier de journaliste. La marmite, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit. Mais comment est-ce que la marmite, sur quoi repose la marmite? C'est sur 3 pieds.
l'éthique, la déontologie, l'honnêteté morale. Essayons maintenant, Monsieur Bomba, si vous le permettez, de parler d'autres aspects de votre vie dans la seconde rubrique de cette émission, Confidence. Pour votre parcours professionnel, vous avez bénéficié d'un soutien inestimable. Pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de celui qui fut pour vous comme un père? Oui, c'est vrai. On me ramenait vraiment à des années-lumière, au propre comme au futuré, parce que juste le privilège, tout de même, il faut rendre grâce à Dieu. Moi, j'ai perdu très tôt mon père. Désolée. Mais étant moi issu d'une très grande famille, notamment du côté de ma mère, des Diaby au Touré, des Touré au Koulibaly, et surtout les Koulibaly, qui, avec les Diaby, ont été la lame de fond, qui a permis au jeune homme que j'étais, à l'adulte que j'ai été, au chef de famille que je suis aujourd'hui, mais tout au long de cet itinéraire familial fait beaucoup de hauts. Certes, il y a toujours des bas, parce que quand j'allais jouer au football, qu'on ne voulait pas que j'y aille, alors que j'étais très brillant et que j'ai des contemporains qui peuvent porter témoignage, j'aurais fait un excellent professionnel aujourd'hui. Alors qu'on voulait que j'ai privilégié les études. Il y a eu deux grands hommes. Feu Lazéline Amoro Poto Koulibaly, l'ancien président du tribunal d'Abidjan, en 1969-70, l'ancien procureur général qui a remplacé les derniers colons qui officiaient dans le temple de Thémis. Et Lazéline Amoro Poto Koulibaly était un érudit du droit. Il avait eu un parcours exceptionnel dans la quête et la connaissance de ce savoir. Il avait eu son bac. Il est passé par toutes les étapes de l'école de magistrature de la France. D'accord. Et quand il en est sorti, on l'a affecté à Tahiti, au titre de la France. Et c'est ainsi qu'après, au Faubourg le fit venir. Et ils furent les premiers grands magistrats qui officièrent en Côte d'Ivoire et donnèrent les lettres de noblesse au temple de Thémis, à la justice de Côte d'Ivoire. Et ça a été un legs que tous ceux qui aujourd'hui, depuis longtemps, avec l'ancien président de la Cour suprême, Alphonse Boni, Fadiga Mamadou, et Lazéline Amoro Poto Koulibaly, des juristes émérites. Et je n'entrevoyais ma vie que sous ce prisme, bercé par ce grand homme qui lui-même avait pour ami et frère le député de Korogo Koulibaly. Alors, qui m'est connu au plateau, là où il y a aujourd'hui l'ambassade de France. D'accord. C'était l'habitation des juges qui étaient là-bas. Ah ouais? Oui, oui. Il faut moyen donc d'autorité, du fait de sa relation avec la France. L'ambassadeur de France était Jacques Raphaël Lec. Et donc, il a fait don de ce site à la France. Et à côté des villas des magistrats, il y avait une brigade motorisée de la douane, juste en descendant. C'était l'ambassade de France aujourd'hui. Et c'est ainsi que je rencontre le député Gon Koulibaly. Alors, et puis bon, nous étions assis et il jouait à la carte et puis avec l'ambassadeur Siaka Koulibaly. Donc il y avait que des Koulibaly au mètre carré. Et vous allez comprendre pourquoi. Et puis bon, tonton Lazéline m'appelle, et, je m'exprime et puis on lève la tête et dit, mais quel est ce petit blanc qui parle comme ça ici? Et tonton Lazéline lui explique que je suis le neveu du docteur Amadou Koné. Il dit, ah mais oui, mais ça c'est un frère brillant. Alors il lui explique, il y a ça, toi,
Demain, on parlera de toi. Déjà, je parle de 1968, 69, 70, 111, jusqu'à ce que j'aille en France en 1972. Je ne l'ai pas pratiqué là-bas, comme c'était le cas, parce que j'étais trop jeune. Mais chaque fois qu'il venait chez Tonton Lazini, qu'il me rencontrait, ou que j'allais déjà à l'Assemblée nationale, ça m'a marqué. Ils sont ces deux personnalités, avant que je ne connaisse les autres Koulibaly. Alors, Lazini Koulibaly, Gon Koulibaly, le directeur général de la police de l'époque, qui est également un Koulibaly. Daouda Koulibaly, le préfet qui est devenu maire de Kourogo. Et puis Kassoum Koulibaly, qui était enseignant au lycée technique. Donc il me fit entrer là-bas. Après le collège du plateau, où j'obtiens mon BPC. Bakar Koulibaly était directeur général de la police. Et en 48 heures à l'époque, en 72, j'ai su que je devais aller en France. Et en moins de 30 minutes, mon passeport a été établi dans son bureau, en 1972. J'ai gardé donc cette relation affective avec le père Gon, mais sans en rien penser qu'un jour, aussi bien le brio, l'intelligence, la clarté, la concision de la pensée, l'élégance naturelle, la culture de l'épicurien, qui a réagi sur l'ensemble de sa famille. Tout l'opposé d'Amadou, mon jeune frère, paix à son âme, aujourd'hui, qui lui était plus pudique, autant que son père était brillant, bel homme. Et il me disait, vois-tu, Bamba, mon épouse a la peau d'ébène. Le plus grand amour que je n'aurais jamais pensé avoir. Et regarde mes premiers enfants. Ils sont un peu de mon type de teint, mais regarde les autres. Amadou, Draman, Jack, Djeneba. Ils sont d'un teint un peu plus foncé comme celui de leur maman et les autres. Il dit c'est ce qu'on appelle l'équilibre parfait. Et là, c'est l'ingénieur brillant qui avait été à Bamako. Après ses études ici. L'école de TP était à Bamako, la capitale de l'Empire Madin. C'est ça. Et de là-bas, lorsqu'il finit d'obtenir ses diplômes, il va à l'école des ingénieurs du TP de Paris, où il obtient ses diplômes supérieurs en engineering, avec le brio concert. Ils furent les premiers qui jetaient les bases de ce qu'a Abidjan aujourd'hui, les routes, les ponts, oui, c'est eux. Doublé de la casquette de l'homme politique qui, depuis 1959, était député, jusqu'à son décès le 28 juillet 1990. Et les anecdotes sont tellement à foison que je ne peux pas tout énumérer. Parce que, bon, ce n'est pas une circonstance assez réjouissante. Mais c'est une des rares fois depuis longtemps que j'ai pleuré parce que lorsque j'ai vu la dépouille d'Amadou passer, après que, à la ville comme au monde, le président Ouattara, son père, affligé comme presque jamais dans sa vie, effondré même à la limite, dévasté, je ne pouvais que couler les larmes parce que c'était une partie de moi aussi. Et Gompère m'a expliqué que son fils Amadou, Gon, comme lui, connaîtrait un grand destin. Et que parce que s'il a vécu, c'est parce que sa mère a été sage-femme ou infirmière et que cela a été vital. Et donc son destin ne pouvait qu'être lumineux et qu'il le serait. Ça, je le savais. La preuve, quand Gompère participe à la séance plénière de l'Assemblée nationale le 25 juillet 1990, que la seule interview magistrale
à le brio l'engagé qui était le sien, la connaissance, le savoir-faire qui était le sien. Cette interview magistrale est publiée le jeudi 26 juillet 1990. Et le 28 juillet, il décède. Je suis donc son légataire testamentaire. Oui. Une fois que la sœur d'Amadou, sa fille, donc à Gon, maman vint me trouver un jour chez maman au Vallon. Il dit, ah oui, ça, voici l'ami du père. C'est à lui que papa parlait. Parce qu'il m'avait adopté. Et je n'en ai pas fait, j'allais dire, un trophée de guerre. Pas plus que je n'ai voulu tirer la couverture à moi. Les hommes humbles, comme on peut l'être dans ces circonstances, m'ont aidé même à être apprécié par Oufouet, qui sut que j'étais le neveu de Dr Amadou Koné, mais que j'avais été élevé par Lazeni Namou Koulibaly et Gonplé, comme on le disait chez les Sonifo, à cause de son teint, de beau gosse, de bel homme. Gonplé qui veut dire? Gonplé qui veut dire un peu l'homme au teint basané. D'accord. Très clair, brillantissime, bel homme et champion. Mais pourtant... Il était champion en tout, aussi bien en danse, dans les études, dans l'exercice de son art d'ingénieur, de l'organisation politique, et sa gestion de la cité. Il a toujours été un as. Et quel rapport aviez-vous avec feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre du gouvernement ivoirien? Des rapports de courtoisie et de fraternité, beaucoup de respect. Il savait que j'étais l'ami de son père. Et donc ça ne pouvait pas donner lieu à un autre type de rapport que cela. Quoi qu'il sût que dans la posture qui était la sienne, pour avoir été conseiller spécial de 3 premiers ministres pendant près de 10 ans, pour être un journaliste émérite, ça je le réclame, je sais que de ce point de vue-là, vous retrouvez le guerrier qui parle. Je méritais mieux, 1000 fois mieux, mais qu'au-dessus de lui, le président de la République, chef du gouvernement, est mon grand frère. Alassane Ouattara n'est pas mon ami. Alassane Ouattara est mon grand frère. Le combat que j'ai mené pour lui, très tôt, avec brio, de façon émérite, au risque de perdre un poste de directeur du journal d'un parti au pouvoir, dirigé par un autre président, parce que je refusais que l'on le voie aux gémonies, que l'on le jetait aux orties. Non, ça on appelle les hommes dignes. Donc c'est mon grand frère. Et donc, dans cette position qui est la sienne, peut, quand il le veut, vous portez au pinacle, vous honorez. Amadou, oui, si, mais du fait de la nature de nos liens, du respect qu'il a de l'homme, l'ami de son père, avec qui, une fois j'ai été dans sa voiture, une fois j'ai fait le tour pour aller chez Gassou Ouattara, le frère aîné du président Ouattara. C'est pour la première fois, c'est le père donc qui m'y amène. Et qui me parle du journal Abdoulaye Coulibaly, le pilote émérite du président Fouet, qui me parle de Robert Beulier-Mambé, ingénieur émérite, qui était tout jeune, qui tenait la maison des ingénieurs qui venaient d'être créés. C'est lui qui me parle de lui. Ok. Son fils, ça, il n'a pas arrêté de me dire que son destin serait ce qu'il a été. C'est un homme brillant. Et donc, les obsèques ont été à l'image des siennes, 30 ans plus tard. Que souhaitez-vous qu'on retienne de l'homme? Oui, un grand serviteur de l'État, un homme brillant, qui a fait don de sa vie à la Côte d'Ivoire, qui est un homme loyal, franc, courageux, sincère et généreux aussi, à l'instar des Koulibaly, qui estiment que je suis des leurs, que je leur appartiens, ce que je leur concède en partie. C'est sur la base des sentiments. Koulibaly et moi, c'est sur la base des sentiments. Et pendant longtemps, d'ailleurs,
j'aurais pu n'avoir que des enfants avec les Koulibaly. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais à la vérité, il aura marqué sa génération. Parce que je peux dire, hormis ceux qui ont commencé à travailler avec lui, et c'est depuis la maison, avant qu'il ne devint d'abord ingénieur, et qu'avec sa maman, je cultive vraiment des sentiments forts qu'impose le respect et que recommande la morale de chez nous, les us et coutumes. Lorsque on est grand, qu'on a de la culture et que on connaît les mystères du monde de l'invisible. Pour Gon, Amadou fils, peut-être tout était déjà écrit, comme cela fut pour son père. Et des similitudes qui ne peuvent procéder que du divin. Et c'est pour cela que le monde entier lui a rendu hommage, comme le monde entier rendit hommage à son père hier. Et avec son départ, une grande question est sur les lèvres de tous les Ivoiriens, même des amoureux de la Côte d'Ivoire. Comment vont se passer les élections présidentielles? Est-ce que vous avez une idée? À quoi pensez-vous pour ces élections à venir? Nous devons être instruits par l'histoire. La crise post-électorale de 2010, avec tous les mensonges, les méchancetés, les cruautés, doivent être notre aiguillon pour le futur. Plus jamais ça. Que les Ivoiriens comprennent que le destin de chacun s'accomplit. Et que Dieu en est le seul maître. Celui qui est là aujourd'hui, président de la République, qui a été opposant, et qui a accepté les règles de l'opposition, et qui est devenu président après avoir été élu, et qui a tendu la main à tous les Ivoiriens. On pourrait même me poser la question de savoir, mais on t'a rien donné. Et puis tu t'exprimes ainsi. Non, c'est parce que moi je suis très limpide dans mon esprit. Et puis j'ai une vision très claire de mes relations avec les uns et les autres. Parce que le jour que Dieu voudra que je sois ce que je dois devenir plus que ce que j'ai été à la primature, ou que j'y retourne, cela se fera. Dieu nous fait grâce, nous fait beaucoup de bonheur en Côte d'Ivoire. Regardez comme nous sommes le jouer les uns et les autres. Malgré quelques fautes administratives et puis quelques légèretés, que le pouvoir rattrape toujours. C'est un peuple béni. Nous avons la lagune, nous avons une façade maritime, mais inestimée, paradisiaque. Là où d'autres peuples sont enclavés, que pour avoir de l'eau, ils doivent parcourir des kilomètres. On regarde les images des autres pays. Nous, on doit dire Dieu merci. Nous sommes des frères, nous connaissons tous, peu ou prou. Les textes sont peut-être les textes. Mais il y a des réalités qui s'imposent aux textes. Et dès lors que l'équilibre de la nation, la paix sociale, l'intégrité physique de tous les citoyens peuvent être garantis, c'est un grand et beau pays que le chef du village, lorsque de sa position sur la colline, il regarde dans la vallée son peuple, il n'a qu'un seul objectif: prier Dieu que la paix gagne tout le monde. La Côte d'Ivoire vient de célébrer ses 60 ans. Qu'espérez-vous pour notre beau pays? La stabilité, la paix, et puis le rayonnement international qui est déjà grand, qu'il soit davantage encore, et que les Ivoiriens se soignent mieux, mangent mieux, et que dans tous les villages, comme il y a de l'eau et de l'électricité, et que la grâce divine touche
chaque Ivoirien et que la paix soit notre partage. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions pour ce numéro de l'émission Les Entretiens de Naomi Amoussou Alafé. On a eu le bonheur et le privilège de recevoir pour vous Monsieur Bomba Alex Souleymane, influente personnalité des médias et plus encore. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de l'émission qui révèle vos potentialités.